Merci l'association Retina France de m'inviter pour vous parler un petit peu lipides. Donc j'ai un petit peu modifié le titre de la présentation que Corinne Gonzalez avait proposée, puisque je suis absolument pas médecin ou ophtalmologue ou encore moins biologiste, donc pas du tout spécialisée vraiment particulièrement des maladies. Par contre, je développe des outils qui peuvent vous être utiles. Donc c'est un peu ce que je vais vous présenter ici. Donc moi je suis chimiste en fait, je suis ingénieur, je travaille à l'INSERM, donc c'est le même institut que Philippe, mais à Toulouse. Et je travaille en fait dans un institut qui se situe à l'hôpital Rangueil, donc sur la colline donc d'un des deux hôpitaux de Toulouse. Et dans ce cadre-là, en fait, je travaille pas toute seule. Bien sûr, je travaille avec une équipe de chimistes. Donc nous, on est vraiment, je tiens à le dire, donc vraiment des novices en biologie. Hein, on s'appuie beaucoup sur nos collègues chercheurs, médecins, cliniciens pour pouvoir faire de la science. Mais nous, nos outils, c'est la chimie au quotidien. Et nous sommes 5 ingénieurs, que vous voyez ici, là. Donc c'est des ingénieurs, donc Véronique, Pauline, Aude et Fabien, qui sont plus ou moins spécialisés dans une technique ou une autre. Et donc c'est ces gens-là qui développent vraiment les outils dont je vais vous parler un petit peu. Donc on est spécialisé dans l'analyse de lipides, hein, c'est-à-dire que nous on produit des analyses, on met au point des analyses que les chercheurs nous demandent, les cliniciens, les industries, les pharmaceutiques. Ces gens-là viennent nous voir en nous disant j'ai besoin de pouvoir doser telle ou telle molécule pour faire un diagnostic d'une pathologie, pour mieux comprendre ce qui se passe dans ma souris quand je la traite avec tel médicament, etc. Et nous, on est là pour développer des outils pour ces gens-là. Donc voilà. Alors, ceci étant dit, ces lipides, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, c'est des molécules particulières qui sont un petit peu à part, parce que c'est des molécules dont la particularité, c'est d'être solubles dans les solvants organiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ne sont pas solubles dans l'eau. Donc en gros, les lipides, c'est quoi ? C'est tout ce qui n'est pas soluble dans l'eau. Donc bien sûr, une fois qu'on a dit ça, d'accord, très bien, ça veut dire que derrière, il y a beaucoup de molécules différentes. Parce qu'on voit bien que derrière une propriété comme ça, une propriété qui est quand même très vague, hein, je ne suis pas soluble dans l'eau, il y a beaucoup de choses. Alors là, je vous ai mis quelques petits exemples, donc ça ne va pas forcément vous dire grand-chose, mais ce que vous pouvez déjà voir, c'est que ces molécules-là, elles n'ont pas la même forme. Il n'y a pas grand-chose de commun entre cet acide gras, ici, c'est une longue chaîne carbonée avec un acide. Donc je vais y revenir un petit peu après. Ces acides gras, c'est les fameux oméga 3, oméga 6, dont on vous rabat les oreilles dans les médias, sur les publicités. On a ici par exemple le cholestérol. Vous voyez, il est cyclique, il ne ressemble pas du tout à son copain l'acide gras, pourtant c'est la même famille. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On va avoir des acides gras oxydés, on va avoir des phospholipides, des sucres avec des acides gras. Vous voyez, toutes ces molécules, elles sont assez différentes. Donc ça veut dire que pour nous, les chimistes, ça ne va pas être forcément très facile parce qu'il va falloir faire avec des structures différentes. Donc il va falloir qu'on s'adapte. Et on a une autre difficulté quand on travaille sur ce type de molécules, c'est qu'il va y avoir des quantités très variables de ces molécules. Parfois, on en a un tout petit peu et on va regarder juste le haut de l'iceberg. Et puis, des fois, il y a énormément de molécules. Donc ça veut dire que il va falloir arriver à analyser des trucs qui sont présents en quantité industrielle et puis aller voir un tout petit machin tout au fond présent en quantité très faible. Donc ça suppose d'adapter les techniques. Bon, mais c'est notre métier. Donc pourquoi ces molécules, elles sont intéressantes à aller regarder ? Déjà, elles sont présentes partout. C'est pas si commun. Il y en a aussi bien chez les humains, dans à peu près tous les organes, dans les cellules, dans les fluides biologiques, dans le cerveau, dans les cheveux, voilà. Donc dans tous les organes. Il y en a bien sûr chez les mammifères. C'est pas forcément les mêmes. Dans les cellules, bien sûr, tout ce qui est levure, bactéries, et aussi dans les plantes. À chaque fois, il y a des particularités quand même. Ce n'est pas exactement les mêmes lipides qui vont être présents dans les plantes ou dans la souris. Ils vont avoir des rôles. Pourquoi ils sont présents partout ? Parce qu'ils ont des rôles extrêmement variés et c'est des molécules qui sont vraiment hyper importantes pour notre organisme. Donc c'est les lipides, c'est les molécules majoritaires dans les membranes, par exemple.
hein. Donc les cellules, c'est fait de membranes, et la molécule majoritaire, c'est un lipide. Donc ça peut être important d'aller regarder de près. La peau, si la peau, elle a des propriétés qu'elle a, c'est-à-dire qu'on peut transpirer, quand il pleut, on est quand même imperméable. Enfin voilà, il y a un certain nombre de propriétés. C'est dû en grande partie aux lipides. Hein, tout ce qui se passe. Donc voilà, ça, c'est des propriétés structurales. Vraiment, on est construit avec ça et du coup il faut faire avec, et c'est intéressant de comprendre et d'être capable de doser ça de façon assez fine pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand il y a un dysfonctionnement, hein, du type maladie de peau par exemple, voilà. Après, ça sert bien sûr au stockage de l'énergie. Bon, ça, on s'en doute tous. Hein, c'est le stockage de l'énergie qu'on a partout. Donc, les adipocytes, les triglycérides, on connaît tous ça. Donc, ça, c'est du gras aussi. Ça, on le savait. Hein. C'est du lipide, qui est d'un autre genre, mais c'est aussi du lipide. Et enfin, d'autres choses qui sont plus nouvelles, qui ont été vraiment découvertes, on va dire, au cours des 10-15 dernières années, dû notamment au développement de nouveaux outils d'analyse, parce que jusque-là, on ne voyait pas ce type de lipides, parce qu'ils étaient présents en trop faible quantité. C'est tout ce qui est lipides bioactifs, toute cette partie-là, en fait, c'est des lipides qui vont servir de signaux. Et ces signaux vont être envoyés à un moment donné dans un mécanisme physiologique. Donc c'est extrêmement important, par exemple, durant un développement d'une tumeur cancéreuse, par exemple, à un moment donné, la tumeur, elle va envoyer un signal lipidique particulier, et ça va vouloir dire « Ah, je passe en mode tumeur de type 4 ». Je passe en mode tumeur de type 5. Donc si on est capable d'analyser ce type de marqueur, bien sûr, on comprend mieux ce qui se passe dans l'organisme. Voilà, oups là. Et donc voilà, vous avez pu voir à travers ces quelques exemples que le rôle de ces molécules, il est fondamental pour tout un tas de mécanismes, en cancer, en métabolisme bien sûr, hein, tout ce qui est autour des maladies métaboliques, cardiovasculaires, l'obésité, donc la nutrition, mais aussi l'inflammation. On se rend compte que c'est intéressant dans des tas de domaines. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a besoin de développer des outils vraiment spécifiques. Alors, pour ce qui nous intéresse ici, si on parle un petit peu plus de DMLA, alors c'est absolument pas ma spécialité, donc je tiens à m'excuser, mais je parle sous le couvert des spécialistes ici présents. Voilà, excusez par avance les petits raccourcis que je vais faire, hein, parce que c'est pas ma spécialité. Donc alors, on a bien vu que cette DMLA, donc, elle conduit à ces fameux drusènes, là, donc moi que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc ces espèces d'amas lipidiques ou protéiques dans la rétine, qui bien sûr ensuite perturbent fortement la vision. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque liés à cette DMLA? Donc il y a quelques trucs qui sortent un petit peu dans la littérature, d'après ce que j'ai vu. Donc il y aurait un facteur de risque plutôt négatif à savoir, enfin ce qui n'est pas bon, c'est d'avoir une augmentation du cholestérol total, quoi. Ça c'est en général quelque chose qui est favorable à la DMLA. Le syndrome métabolique également est favorable à la DMLA, savoir une augmentation des triglycérides, les HDL en baisse, on va voir un petit peu après ce que c'est. Mais par contre, ce qui serait plutôt positif, c'est-à-dire qui diminuerait les risques de DMLA, c'est la consommation des acides gras oméga 3. Et je vais vous montrer un petit peu après qu'est-ce que c'est que ces acides gras. Tout ça, c'est des études assez, d'après ce que j'ai compris, c'est des grandes tendances, c'est assez controversé. Bon, je vous en parlerai un peu plus à votre ophtalmologue de près, mais c'est vrai que c'est des grandes tendances, hein. Donc alors, tout ça, déjà, ça nous fait un petit peu toucher du doigt que les lipides ont l'air quelque part un petit peu impliqués là-dedans, hein. On a vu que ces drusènes, ils peuvent contenir des lipides, que certains facteurs de risque sont liés aux lipides, donc il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Donc on va s'intéresser dans un premier temps plutôt à la partie cholestérol et syndrome métabolique. Donc alors, ce qui est intéressant à savoir, l'importance du cholestérol, il faut voir un petit peu comment ça marche en gros dans la machinerie, dans notre machinerie cellulaire, enfin physiologique on va dire. Donc comment est-ce que ça se passe donc ça c'est un schéma simplifié de ce qui se passe un petit peu quand on mange.
En fait, donc on va avoir un repas qui va arriver, donc évidemment par l'intestin, donc on va avoir une diète qui va arriver. Ça va être absorbé au niveau intestinal via des grosses lipoprotéines, des kilomicrons, on appelle ça. En fait, c'est un amas de protéines et surtout de triglycérides, donc du gras, qui est encapsulé un petit peu pour pouvoir pénétrer l'intestin, aller au foie. Et ici, on va avoir un aller-retour qui est très important. Donc, du foie, on va former différentes vésicules, différentes lipoprotéines. Donc ça, vous en avez sûrement entendu parler. Vous allez voir après pourquoi. Donc, ça va être des grosses protéines, des grosses vésicules VLDL ou LDL. Qui vont amener le cholestérol et des triglycérides aux cellules périphériques, puisqu'il va falloir, parce que ce gras on en a besoin quand même pour fonctionner, c'est de l'énergie, etc. Donc ça va amener via les LDL aux cellules périphériques, et ensuite une fois que la cellule elle aura utilisé ce qu'elle a besoin, elle va faire ce qu'on appelle de l'efflux. Elle va évacuer le cholestérol dont elle n'a plus besoin via des HDL. Et ces HDL, ils sont assez importants parce que c'est ça le bon cholestérol dont on vous parle quand vous faites une analyse au laboratoire de biochimie. On vous dit, votre cholestérol, là, il est un petit peu haut. C'est ce rapport entre le HDL et le LDL cholestérol qui est important à maintenir correctement. Et une autre, donc voilà, ce cholestérol, il participe via les HDL à l'homéostasie, au bon fonctionnement de notre corps. Et il est important aussi, quand on regarde en imagerie les fameux drusènes, si on les regarde avec des marqueurs spécifiques du cholestérol, ça existe, il y a des choses spécifiques. Bon, alors on ne fait pas ça, j'imagine, je pense que ça doit être fait sur des souris, puisqu'il faut faire tremper la rétine dans un produit particulier qui va colorer le cholestérol, et on voit que dans les drusènes ou à tout près, on peut voir l'amoncellement de cholestérol. Ici, c'est un autre marquage qui est fait à la Philippine. Alors, on marque soit le cholestérol libre ou soit le cholestérol estérifié, et encore, on voit cette accumulation de cholestérol. Donc tout ça quand même montre un certain faisceau de preuves vers l'importance de ce cholestérol sur ce type de maladie. Un autre point extrêmement important, c'est l'importance de l'oxydation. Donc en fait, il y a un certain nombre de travaux qui montrent que ces ROS, là, ces Reactive Oxygen Species, en fait, c'est des espèces qui sont réactives à l'oxygène et qui vont venir dégrader certains éléments et provoquer la formation de ces fameux amas protéiques ou ces fameux drusènes. Alors là, c'est des schémas hyper compliqués que je ne saurais pas vous expliquer, mais bon, il y a des gens qui travaillent à essayer de comprendre comment l'oxydation, elle vient en perturbant un certain nombre de mécanismes via des protéines, des gènes, etc., ce que vous a un petit peu aussi raconté Philippe tout à l'heure, ils vont venir provoquer ces problèmes et ces amas dans l'œil ensuite. Voilà, là c'était une autre étude que j'ai trouvée où ils ont traité des rétines avec des LDL oxydés. Donc ils ont associé là les deux choses, le cholestérol et l'oxydation, et ils ont pu voir que ça affectait de façon importante les cellules rétiniennes. Bon, tout ça, c'est quand même un certain nombre de preuves qui nous conduisent à étudier de près, c'est avoir en tout cas essayer de voir l'influence de ces molécules-là dans ces maladies type DMLA. Donc ce cholestérol, les cholestérols oxydés, là c'est la même chose, c'est un cycle qui est un petit peu pareil avec un acide gras ici, et les cholestérols oxydés, vous voyez, on a un oxygène qui s'est rajouté ici. Et ça, c'est le cholestérol du départ qui a été soumis à mes fameux ROS, à mes Reactive Oxygen Species, qui sont venus me rajouter un oxygène. Et ces molécules-là peuvent être des molécules extrêmement importantes dans vos types de maladies. Donc ce sera des marqueurs potentiels. Ça veut dire que ce type de molécule peut nous permettre de suivre l'évolution de certaines pathologies de la rétine. Un autre
un autre élément qui peut être intéressant à regarder, c'est qu'on a vu que la consommation des acides gras oméga 3, c'était plutôt bon. Alors, bon, qu'est-ce que c'est que ces acides gras oméga 3 ? Alors, un acide gras, c'est ça, en fait. Donc, c'est une chaîne de carbone avec un acide. Et ces chaînes-là, il peut y avoir des doubles liaisons. Alors là, c'est de la chimie. Bon, alors la double liaison, ça va entraîner un petit changement de forme de la molécule. Hein, donc ça change beaucoup. On dirait que c'est pas grand-chose, hein, qu'on voit ça comme ça, et en fait, ça change beaucoup de choses. Il peut également y avoir 2 doubles liaisons ou plusieurs doubles liaisons. Et qu'est-ce que c'est les acides gras oméga 3 ? Eh bien, en fait, c'est quand on a une double liaison, vous voyez, qui a 3 carbones de la queue de l'acide gras. Voilà, ça c'est un acide gras oméga 3. Voilà, celui-là aussi. Et donc, celui-là aussi, le 18 oméga 3, vous voyez, une asaturation à 3 carbones de la suite. Voilà. Donc c'est l'acide gras, l'acide linolénique. Donc celui-là, il est présent dans l'huile de soja, le colza, le lin. Bon, c'est des huiles. Le lin, on ne mange pas forcément beaucoup de lin comme ça. Donc c'est pas, hein, c'est des acides gras qu'on obtient par la nourriture. Par contre, ceux-là, ils sont peut-être un petit peu plus faciles à absorber. Donc le DHA, fameux DHA, dont on entend beaucoup parler dans les médias. Ou le PA. Et ces acides gras-là sont présents dans le poisson. C'est pour ça qu'on dit que c'est bon de manger du poisson. Attention, je précise, poisson sauvage. Parce que le poisson d'élevage est élevé aux farines animales, comme chacun le sait, et il n'a plus du tout d'oméga 3. Hein, donc c'est pas la peine de manger du poisson d'élevage. Si vous mangez du poisson, c'est bien d'en manger pour le goût, mais vous n'aurez pas d'oméga 3. Hein, vaut mieux manger de la sardine ou du maquereau que du saumon qui a été élevé en Norvège avec des farines de bœuf. C'est pas la peine. Voilà. Et alors, pourquoi ces acides gras sont importants ? Il se trouve qu'ils sont présents, ça vous fait réagir ça, hein, quand même. Hein. Ah, on sent que la sardine. Et donc, ces acides gras sont présents en très grosse quantité dans la rétine. Vous voyez, notamment celui-là, dans le sang, circulant, etc., il est présent, il est à quelques pourcents, hein, on le trouve assez peu. Par contre, dans la rétine, c'est à 20%, donc c'est énorme. Ça veut dire qu'on mesure bien que peut-être que ça peut être important pour ces maladies. Voilà, et autre point, oui, c'est ça, c'est ma diapo suivante, c'est que je vous ai dit, si vous vous rappelez, que l'oxydation, c'était un des paramètres importants dans ces maladies. Et pourquoi qu'est-ce qui se passe quand on oxyde ces acides gras, nos fameux EPA, DHA ? Et on génère tout un tas de molécules qui sont ici. Et ces molécules, c'est des marqueurs, étonnants, de l'inflammation. D'accord ? Et donc, ça veut dire que ça génère de l'inflammation dans l'œil. Donc, on sent bien que tout ça, c'est lié. Les mécanismes ne sont pas complètement connus. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont faites, hein, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, mais on sent bien que c'est lié. Et donc ça veut dire que ces molécules-là, elles s'appellent les eicosanoïdes. Donc, c'est un nom un peu barbare, mais c'est pour parler, de ces dérivés oxydés, des fameux oméga 3. Donc, ceux-là, ils peuvent être intéressants à étudier aussi. Et enfin, dernière famille qui peut être intéressant à être étudié, c'est encore des acides gras qui vont être oxydés, mais avec un système d'oxydation qui est un petit peu différent, peu importe, ça va être des isoprostanes, et ceux-là aussi, dans ce type de maladie, ils peuvent être intéressants à être étudiés. Donc voilà, au niveau mécanistique, apparemment il y a quelques pistes possibles. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas du tout spécialiste. J'ai trouvé ce schéma qui est, où on oppose un schéma avec ce qui se passe dans une rétine en mode normal et en mode DMLA. Donc qu'est-ce qui se passe en gros ? L'entrée des lipoprotéines, maintenant vous savez ce que c'est. Ça va générer un trafic de lipides, la métabolisation classique. Quand tout va bien, ces lipides sont utilisés, etc. Voilà. Et quand ça bloque, on a de l'oxydation, on a de la toxicité et on génère de l'inflammation et ce type, les fameux amas, les drusènes. De la même façon, ces lipides peuvent être utilisés au niveau des photorécepteurs et s'il y a une perturbation, une oxydation ou quoi aux caisses, on a ces fameux amas qui se produisent. Donc en résumé, on a des marqueurs potentiels là quand même. On sent que ces lipides ils peuvent être intéressants.
Donc en tout cas, on en a déjà quelques-uns. Donc le cholestérol libre, estérifié, oxydé, les dérivés des acides gras oméga 3 oxydés. Donc ceux-là, et il y a aussi d'autres lipides qu'on n'a même pas encore imaginé, parce que ça c'est basé sur des choses connues dans la littérature. Il y a peut-être des choses encore qu'on n'a pas étudiées. Donc nous, ce qui nous intéressera, ça va être d'arriver à doser ces molécules-là, mais alors dans quels échantillons? Alors, est-ce qu'on peut travailler sur la rétine chez l'homme? Ça va être difficile. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui vont me donner un bout de leur rétine pour que je fasse des analyses, donc ça ne va pas être possible. Des tissus, c'est compliqué. Par contre, du sang, ça c'est faisable. Donc on va prendre du sang de patients et on va faire des centrifugations pour obtenir du plasma ou du sérum et on va faire des analyses là-dessus. Et le but, là derrière, c'est quoi, hein? Le but, c'est vraiment de trouver des marqueurs d'évolution de ces maladies. Être capable, via les lipides du sang, de dire la DMLA est en train d'évoluer vers une atrophie ou pas. On a fait un traitement, ça va beaucoup mieux, on voit que le marqueur est en baisse dans le sang. Derrière, c'est vraiment ça l'idée, hein. C'est des marqueurs diagnostiques, donc si tout va bien. Alors par contre, nous, il va falloir qu'on travaille un petit peu là-dessus. On va récupérer votre sang. On va être obligé de faire un traitement d'échantillon. On ne peut pas, comme dans les experts, mettre le sang dans la machine et avoir le profil du tueur sur l'ordinateur. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut souvent homogénéiser les échantillons, il faut les extraire, il faut les pré-purifier, il faut souvent les hydrolyser, les dériver. Enfin, souvent pour une vingtaine d'échantillons, on travaille 2-3 jours pour obtenir une bonne préparation d'échantillons. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là où on va utiliser toutes nos compétences de chimiste. On va faire de l'analyse chromatographique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va prendre un mélange de molécules, notre extrait qu'on a préparé sur la diapo d'avant, qui nous a pris 3 jours à préparer. Donc, on y fait attention. On va l'injecter dans une machine sur une colonne, comme ça, et on va séparer les différents produits. Voilà. Et chaque pic, ici, va être caractéristique d'un lipide. Plus le pic est grand, plus j'ai du lipide, plus il est petit, moins j'ai du lipide. Donc voilà, ça c'est... Voilà, il faut travailler là-dessus, ça paraît facile comme ça. Bien sûr, il y a des tas de mise au point à faire, parce que c'est un mélange complexe, hein. Il y a plein de choses dedans, donc il faut arriver à bien séparer les choses, etc. Ensuite, on va utiliser un autre appareil qui nous sert beaucoup, qui s'appelle un spectromètre de masse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour, derrière le pic, non seulement, j'ai un pic grand, j'ai beaucoup de produits, ok, mais qu'est-ce que j'ai derrière? Eh bien, derrière, j'ai ce que j'appelle un spectre de masse. C'est ce truc-là, en fait. C'est ma molécule qui est coupée en petits bouts. Ma molécule, je l'ai coupée en petits bouts. Et avec les différents pics, je vais être capable de reformer le puzzle de la structure. Et je vais être capable, grâce à cet appareil, de dire, dans ce pic-là, c'est du cholestérol. Dans ce pic-là, c'est du, oméga 3, DHA. Voilà. Donc cet appareil va me servir à ça. Et donc au labo, bien sûr, nous on est équipés de tout un tas de machines de ce genre, de machines affreusement chères et compliquées à utiliser. Et on va, alors il ressemble à ça, hein, à peu près. C'est ce genre ça fait boîte carrée. Enfin, quand on voit le prix que ça coûte, ça ressemble à rien comme ça, mais bon. Et avec ces appareils-là, on va être capable d'analyser les triglycérides, les cholestérols, cholestérol ester, tout ce qui est cholestérol oxydé, des acides gras. Avec un autre type de machine qui sont ceux-là, on va regarder tous ces métabolites, notamment ceux-là dont je vous ai parlé, les écosanoïdes et les isoprostanes. Donc ça se fait. Donc il y a des choses qu'on sait déjà faire, il y a d'autres choses qu'on met au point tous les jours à chaque fois qu'on a des demandes. Voilà, donc finalement, pour résumer, donc ce qu'on voudrait être capable avec les cliniciens, les ophtalmos et les chercheurs, c'est avoir des outils de suivi de ces maladies et de leur évolution surtout, parce que sans être obligé de faire des fois des examens qui peuvent être assez lourds. Donc l'idéal, bien sûr, ce serait d'avoir des biomarqueurs non invasifs. On n'a pas envie d'aller vous charcuter pour aller chercher quelque chose, je ne sais où. Simplement, un petit peu de sang devrait nous suffire, de façon à avoir des biomarqueurs pertinents. Les lipides, c'est des bons candidats. Il y a tout un faisceau de preuves qui tend à prouver ça. Donc on est en train de mettre en place une étude pilote avec Corinne Gonzalez, donc sur une 30aine de patients. Donc il y aura 3 groupes
de gens avec différents stades de développement de la DMLA. Et on va déjà regarder un petit peu, analyser tous les lipides qu'on sait analyser. On va voir déjà s'il y a des choses qui se dégagent. Et bien sûr, l'idée derrière, c'est en 2016, si tout va bien, de pouvoir valider un certain nombre de marqueurs encourageants sur ces pathologies. Et voilà, il me reste à remercier tous les gens avec qui je travaille, parce qu'il y a du monde là derrière, mine de rien. Ça, c'est les gens du plateau, là, c'est les chercheurs qui nous conseillent tous les jours, les chimistes de Montpellier dont on a beaucoup besoin, les Anglais et les Barcelonais qui on travaille, et puis bien sûr nos financeurs, qui sans eux, ma foi, on ne ferait pas grand-chose. Et je vous remercie de votre attention.